Merci Muriel d'avoir accepté de nous rejoindre. Donc je te laisse nous dire en termes de parcours et aujourd'hui, donc dans le cabinet de conseil que tu as co-créé, comment vous avez eu envie d'aller vers ce challenge, parce que c'est un challenge quand même, de cette culture libérée? Alors moi, je viens du monde du conseil, qui est un monde ultra normé, encadré, avec parfois 9 strates hiérarchiques entre le plus bas de l'échelle et le plus haut, avec des choses qu'on a le droit de faire quand on est manager et qu'on n'a pas le droit de faire quand on n'est pas manager, des choses qu'on a le droit de faire quand on est partenaire, qu'on n'a pas le droit de faire quand on n'est pas partenaire. Donc vraiment un monde du conseil qui est ultra normé. Et donc moi j'ai fait toute ma carrière là-dedans, et il y a 2 ans et demi, on a eu envie avec 2 associés qui faisaient aussi partie de mon précédent cabinet de conseil de mener notre propre aventure et d'essayer de changer les codes du conseil, essentiellement les codes internes et les codes culturels et de collaboration entre nous au sein du cabinet. Donc du coup, on a monté demain, il y a 2 ans et demi, avec vraiment l'idée de se dire on allait créer un cabinet de conseil en mode culture libérée. Est-ce que tu fais une différence avec entreprise libérée? Alors, on est hyper attaché au terme de culture parce que c'est quelque chose qui imprègne l'ensemble, c'est quelque chose qu'on a tous en tête, qu'on partage de manière très forte. C'est un socle dans le recrutement. Il faut partager cette culture-là pour arriver chez demain. C'est pas juste un mode de fonctionnement ou des process dans lesquels il faut s'intégrer. C'est-à-dire qu'il faut les partager vraiment dans les tripes. Vous allez voir quand je vais vous raconter ce que c'est. Il faut vraiment être à l'aise avec ça. Donc c'est pour ça que c'est une culture pour nous. On la partage tous, on partage tous ces valeurs, et fondamentalement ça oriente l'ensemble des actions qu'on peut mener, à la fois chez nos clients et en interne. Disons qu'en employant le mot culture, vous insistez plus sur la partie humaine et viscérale plutôt que sur la partie process et méthodologie qui Exactement. Les process et la méthodo, évidemment, on en a besoin, mais ça vient après coup pour encadrer les choses, plutôt comme une traduction de la culture. La culture, elle est vraiment fondamentalement ancrée dans chacun d'entre nous. Alors pour nous donner des exemples très concrets, je crois que vous avez commencé notamment par la transparence. Alors voilà, il y a un premier truc, c'est la transparence, qui est une de nos valeurs fortes. Transparence, ça veut dire transparence notamment sur les salaires. Mais pas que, c'est-à-dire qu'en fait, on a tout dans l'entreprise est absolument accessible à tout le monde. Il n'y a rien qui est secret. Donc tous les documents de pilotage économique, où on en est du chiffre, etc., tout ça c'est partagé. Donc les salaires, j'y reviens, ils sont partagés. Donc ça veut dire qu'à un instant T, tout le monde connaît les salaires de tout le monde. Y compris vous. Y compris les nôtres. Donc ça veut dire qu'aussi, nous, en début d'année, on doit expliquer pourquoi on s'augmente. On doit expliquer de combien, on doit expliquer quelle est notre variable, et il est sensiblement plus gros que celui de nos collaborateurs, et on se met face à eux et on explique pourquoi. On explique aussi les dividendes, on explique comment tout ça se répartit entre nous trois, et il n'y a pas forcément une répartition équivalente, et on doit l'expliquer. En fait, tout ça nécessite énormément de pédagogie. Et là, sur la transparence, ça veut dire aussi qu'en début d'année, les augmentations de chacun sont connues, les variables de chacun sont connues, les évaluations de l'année précédente sont connues. Et tout ça, sur cette valeur de transparence où nous, on avait décidé de tout partager au départ. La transparence sur les salaires, c'est le seul point où on s'était dit, ça, on ne le décide pas a priori, on verra avec les consultants. Et lors qu'on a eu 5-6 consultants dans le cabinet, on a fait un séminaire avec eux pour voir si, sur cette partie salariale, ils souhaitaient ouvrir aussi. Et ils nous ont dit oui, on ouvre. Donc du coup, on a tout ouvert. Donc ça, c'est le premier axe, la transparence. Le deuxième axe, c'est l'horizontalité. On a supprimé tous les grades. Donc chez nous, tout le monde est consultant, y compris moi qui suis fondatrice. Je suis consultante, je ne suis pas partenaire, je ne suis pas consultante senior, je ne suis pas manager. On est tous consultants. Ce qui peut poser problème à certains qui arrivent de l'entreprise avec des grades de manager, de directeur, et qui se retrouvent consultants, comme tout le monde. Et l'horizontalité, on essaye d'aller assez loin. C'est pas juste une question de grade. Ce qu'on veut vraiment, c'est
éviter d'enfermer les gens dans des rôles, éviter de se dire qu'un consultant qui a 2 ans d'expérience et qui a une vraie appétence pour le commercial, eh ben, il va devoir attendre 6 ans d'être manager pour pouvoir l'exercer. Nous, on pense que s'il a une vraie appétence, un vrai talent, ben, on peut l'accompagner pour le faire. De la même manière, pour coacher d'autres consultants, s'il a envie de le faire au bout de 2 ans et qu'il a une vraie expertise et qu'il a une appétence pour ça, pourquoi on ne l'accompagnerait pas pour le faire? Donc c'est vraiment ça derrière l'absence de grade. Et pour vous donner une autre idée de l'horizontalité, l'année dernière, nos consultants nous ont dit, en fait, on ne va pas au bout de l'horizontalité puisque vous nous fixez des objectifs en début d'année qu'on discute, mais n'empêche que nous, on a des objectifs, vous n'en avez pas. Quand ils disent vous, c'est les 3 fondateurs. Et on leur a dit banco. Donc depuis l'été dernier, on a des objectifs, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis entre eux et ils nous ont fixé des objectifs. Donc on a chacun des objectifs, alors qu'ils ne sont pas des objectifs commerciaux, parce qu'on est tous les 3 responsables de l'ensemble du chiffre d'affaires commercial de la boîte, évidemment, mais qui sont plutôt des objectifs sur justement la dimension horizontalité, le coaching, des choses qu'on doit pousser, accroître notre leadership en interne, être plus attentif aux collaborateurs en mission, des choses comme ça. Mais ils nous en ont fixé et on fera l'évaluation de ça au mois de juin, pour vous dire à quel point on essaye de pousser à bout à chaque fois le modèle. Et le dernier point, c'est la responsabilisation. Avec la culture libérée, nous, ce qu'on cherche, c'est que chacun soit plus responsabilisé, plus autonome et donc plus épanoui et donc plus performant. Et ça va assez loin. Chaque consultant a des responsabilités sur l'interne. Donc on avait cette année 2 consultants qui ont par exemple été chargés d'organiser tous les 2 séminaires qu'on a fait cette année avec nos équipes, dont un séminaire qui a eu lieu à l'étranger. Ils ont été tellement responsabilisés que nous-mêmes, jusqu'au jour du départ, jusqu'à l'heure avant le départ, on ne savait pas où on partait. Et nous, comme les consultants, vous ne connaissiez pas le programme? Je ne connaissais pas le programme, je ne connaissais pas la destination. On avait donné un cadre en amont, c'est-à-dire un budget. Qui a été respecté? À peu près. À peu près. Là, on a une petite chose à améliorer. Mais on ne savait pas où on partait. Et c'est vraiment... c'était leur projet. Et on découvrait ce projet de la même manière que les autres collaborateurs de l'entreprise. Alors du coup, si on rentre un peu plus dans les coulisses, ouais. Au-delà de ces 3 sujets que tu viens d'aborder, comment ça se passe auprès des collaborateurs que vous accueillez, notamment en recrutement, quand vous leur présentez ça? Comment c'est accueilli? Est-ce qu'il y a des freins potentiels? Alors, en fait, c'est tellement fort que ça ne plaît pas à tout le monde. Et on a des gens qui arrêtent le processus parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans cette culture-là, parce qu'ils préfèrent avoir quelque chose de plus traditionnel, qui est aussi plus confortable, parce que comme je le disais tout à l'heure, on parle de responsabilisation, on en parle dans le cabinet, mais ça veut dire qu'on en parle aussi en mission. On leur demande beaucoup plus d'autonomie, même si on est là pour les coacher, et on est moins dans... on n'est pas du tout dans des rôles d'exécutants qui peuvent être parfois plus confortables. Donc là, on leur demande vraiment de pousser le cran beaucoup plus loin. Donc certains ne se sentent pas à l'aise avec ça. Notamment quand des profils plus seniors qui viennent du monde de l'entreprise, qui ont déjà une carrière dedans, ce passage-là, il est pas toujours simple à faire. Et de la même manière, pour des jeunes qui sortent d'école, parfois ils se disent qu'ils seraient plus à l'aise à démarrer dans une culture plus traditionnelle où ils vont faire leur marque avec plus d'encadrement et ils pourraient peut-être passer à cette culture-là ensuite. Donc ça marche pas avec tout le monde, c'est certain. En revanche, quand ça marche, on s'aperçoit que c'est un levier de différenciation et d'attractivité qui est énorme. Alors, on l'a aussi fait pour ça, pour être honnête. On s'est lancé il y a 2 ans et demi, on n'existait pas. Donc, au-delà du fait que c'est un projet qu'on trouvait hyper motivant et auquel on croyait vraiment en termes d'efficacité business, on s'est dit aussi que c'était un levier de différenciation sur le marché qui était hyper fort. Et c'est vrai, puisque tous les consultants qui s'inscrivent dans notre culture et qui passent par le process de recrutement, nous disent, même s'ils finissent par pas nous choisir au final, d'abord que le process était un peu à l'image de ce qu'on dégageait. On a un entretien inversé dans le process, où c'est pas nous qui menons l'entretien,
c'est le futur recruté, et c'est lui qui pose les questions et qui nous interroge, et nous, on n'en pose aucune. Donc, on essaye vraiment de traduire cette culture, y compris dans le process de recrutement, et on s'aperçoit que c'est vraiment fort. Et quand les consultants ils rentrent dans le cabinet, en fait, la plupart du temps, ils nous disent deux choses. Ils nous disent c'est incroyable, en fait, c'est comme vous nous l'avez dit. Et c'est suffisamment rare pour qu'ils le soulignent en disant oh, on pensait que c'était que des valeurs affichées, du discours, mais en fait, non, c'est vrai. Et le deuxième point, c'est en fait, vous nous avez tout dit, mais j'avais rien compris. Et parce que la culture, elle est tellement forte et elle est tellement spéciale que du coup, tant qu'on ne la vit pas, on ne se rend pas compte de l'ensemble de ses impacts et de l'ensemble des dimensions dans lesquelles elle s'incarne. Et du coup, en tant que manager, tous les trois, qu'est-ce que vous avez dû remettre en cause par rapport à ce que vous avez connu avant, dans vos peut-être façons d'être Alors, on se remet en cause tous les jours. Hein. On n'est pas du tout au bout du truc. Ce qui est compliqué, donc nous, on a une logique de responsabilisation. Et on se dit qu'on n'est pas manager, on est coach. Ça veut dire qu'on accompagne la personne pour qu'elle soit la plus autonome possible, la plus performante possible. Donc on n'est pas du tout dans fais ci ou fais ça. Une fois qu'on a dit ça, ça c'est l'esprit. Évidemment, c'est compliqué à faire avec des jeunes qui sortent d'école et qui ont tout à apprendre. Ou alors on les fragilise beaucoup trop et on les met dans des situations qui sont beaucoup trop inconfortables et on prend un risque vis-à-vis de nos clients. Donc on ne peut pas tout à fait sortir de notre ancienne culture avec des profils qui sortent d'école, et en même temps, il faut qu'on aille vers la nouvelle. Donc, c'est apprendre à être directif, mais à donner quand même des terrains d'autonomie, et puis savoir peu à peu lâcher la bride. Cet apprentissage-là, c'est un apprentissage de tous les jours, hein, je ne pense pas qu'on y soit encore, clairement pas. L'autre point sur lequel c'est compliqué, c'est d'apprendre à discuter de tout avec tout le monde, alors que c'est tellement plus facile de décider tout à trois. Et en fait, on a encore tendance parfois à prendre des décisions à trois sans en avoir parlé ou sans avoir consulté les consultants. Et on se dit, après coup, quand on leur soumet et qu'il y a des incompréhensions, on se dit c'est bête, on n'aurait pas dû le faire comme ça. Donc il y a quand même encore souvent les vieux mécanismes qui sont aussi des mécanismes d'efficacité qui reprennent le dessus, mais on apprend. Et du coup, dernière question qui revient tout le temps dans ce genre de modèle, ça marche à 5, ça marche à 10, mais demain ça ne marchera plus quand vous serez à partir de 20, 25, 50. Donc aujourd'hui vous êtes 25, 25, ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors je ne pense pas que ce soit la question du nombre. La question du nombre, elle pose la question sur le recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aujourd'hui, on a un socle de consultants qui protège ces valeurs et qui les incarne hyper bien. Et puis on en avait 5 et on en avait 10. Maintenant, on en a plus de 20 qui les incarnent au quotidien. Donc en fait, qui sont porteurs de ces valeurs et de cette culture au même titre que nous. Il faut qu'on fasse hyper attention au recrutement qu'on fait pour pas avoir des recrutements qui fragilisent. Donc ça suppose d'être très très attentif au recrutement, mais c'est pas forcément le nombre qui est un problème. Ce qui est un problème, et on commence à être confronté aujourd'hui, c'est par exemple le fait que nos consultants les plus anciens ont 2 ans et demi d'ancienneté chez nous. On a cassé tout, on leur a tout ouvert dès le départ, donc le champ des possibles pour eux il est énorme, et on commence à avoir des questions qui sont mais c'est quoi mon projet pour dans 2-3 ans ? Qu'est-ce que je construis chez demain en fait ? Au-delà de l'évolution traditionnelle, un peu linéaire j'apprends toujours plein de choses parce que je fais plein de missions sur des nouveaux secteurs, sur des nouvelles thématiques, donc il y a une progression, mais elle ne s'incarne pas dans des jalons symboliques qui peuvent exister dans l'entreprise traditionnelle ou dans les cabinets traditionnels. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas je change de titre, je change de territoire, parce qu'en fait les territoires ils sont mouvants, on peut les changer tous les 6 mois si on a envie, mais ils ne sont pas incarnés, labellisés. Et donc cette question-là de quel projet, quel jalon symbolique on met pour que les gens arrivent à se dire ok, dans 3 ans je suis là, et dans 3 ans je suis là, c'est un truc qui est profondément humain, qu'on a cassé en ouvrant tout,
Et ça, c'est une question auquel on va devoir répondre, mais qui n'est pas liée au nombre, qui est liée à l'ancienneté de notre modèle. Et là, à 3 ans, on arrive à une sorte de palier où il va falloir qu'on apporte des nouvelles réponses. Mais comme tous les 6 mois, il faut qu'on en apporte de nouvelles, on va y arriver. Exactement. Bon, merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous pose des questions? Si Muriel peut y répondre dans vos propres organisations. Bonjour. Bonjour. Élodie Sarfati, je travaille dans le recrutement. Du coup, je me permets de poser une question. Est-ce que d'avoir cette culture libérée, ça vous pousse aussi à libérer vos recrutements? C'est-à-dire, est-ce que vous recrutez toujours des gens sortis d'écoles de commerce ou est-ce que vous arrivez à valoriser davantage les compétences dans d'autres profils peut-être? Alors, c'est une vraie question qu'on a. Au départ, on s'est dit on ne se bride pas. Et justement, de la même manière qu'on a libéré plutôt les RH, on va libérer le recrutement en étant moins standardisé dans les profils que d'autres cabinets. Franchement, si je fais le constat, on n'y est pas arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des profils qui sont très similaires à ceux qu'on peut avoir dans des autres cabinets de conseil, c'est-à-dire grande école de commerce, grande école d'ingénieurs. On y arrive un peu à la marge. Là, par exemple, on vient de recruter quelqu'un qui est journaliste, qui ensuite a fait account manager dans des boîtes d'adtech. Donc, elle a un profil qui n'est pas le profil traditionnel. Et donc, on est super content de tester. Et là, on se pose la question sur 2019 d'aller plus loin, c'est-à-dire de forcer peut-être certains profils qui apporteraient aussi autre chose. On ne sait pas encore comment le faire, mais c'est un chantier qu'on veut mener autour de la diversité. Et la diversité des profils, ça en fait partie clairement. Mais aujourd'hui, on n'y est pas arrivé. Oui. Franchement, on en a plein. On a un principe de réalité qui est que quand on embauche un consultant, on doit pouvoir le vendre. C'est-à-dire qu'il faut déjà que sur son CV, il y ait des choses qui soient intéressantes à vendre pour plaire à nos clients. Donc ça, c'est un premier filtre. Et après, il faut aussi qu'on soit capable de le faire monter en compétences relativement rapidement, puisque sinon, économiquement, on prend un risque. Et si on cumule ces deux facteurs-là, en fait, quand on a essayé d'élargir à des gens qui venaient d'écoles moins prestigieuses, par exemple, à un moment donné, quand on a dû prendre la décision de est-ce qu'on l'embauche ou pas, on s'est dit non, le risque est trop élevé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, parce qu'on est persuadé qu'il y a une vraie valeur ajoutée, un vrai bénéfice pour nous à ouvrir les choses. Mais jusqu'à maintenant, aussi parce qu'on était plus petits, et que tout recrutement nous faisait prendre un risque important. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais quand c'est un recrutement sur 25 personnes, c'est pas pareil que quand c'est 1 sur 5.